Bienvenue dans le débat de France 24. Ce n'est pas une surprise, il n'y avait pas beaucoup de suspense. Vladimir Poutine remporte son référendum en Russie, reporté pour cause de coronavirus. Les Russes ont dit oui à une très large majorité à un ensemble de réformes constitutionnelles. La plus emblématique, elle donne à l'actuel président le droit de remettre à zéro le compteur de ses mandats et donc d'envisager un maintien au pouvoir jusqu'en 2036. De quoi espérer une retraite au sommet, à l'image des anciens classiques du Politburo. A Tsar is Born, ce n'est ni le chef-d'œuvre original de George Cukor, ni le remake de Bradley Cooper, mais le scénario à la russe que Poutine déroule sous nos yeux. Sera-t-il président à vie? On en débat avec Galia Ackerman, journaliste, spécialiste du monde post-soviétique, docteur en histoire et chercheuse associée à l'université de Caen. Bonjour, merci d'être avec nous, Galia Bonjour. Ackerman. Bonjour. Vous êtes l'auteur du livre Le régiment immortel, la guerre sacrée de Poutine. C'est paru aux éditions Premier Parallèle. Également parmi nous aujourd'hui, Anne Niva, grand reporter. Bonjour Anne. Bonjour. Vous avez couvert un nombreux conflits, notamment la guerre en Tchétchénie. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Un continent derrière Poutine, point d'interrogation. C'est paru au Seuil. Frédéric Ponce, également journaliste. Merci d'être avec nous. Vous êtes auteur de Poutine, c'est paru aux éditions Kalman-Lévy. Et puis enfin, Pascal Boniface, directeur et fondateur de l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Bonjour Pascal Boniface. Bonjour. Vous vous apprêtez à publier Géopolitique du Covid-19 aux éditions Erol, préfacé par Roselyne Bachelot et en librairie dès la semaine prochaine. C'est donc un quasi-plébiscite. Près de 2 électeurs russes sur 3 se sont déplacés aux urnes hier et 3 sur 4 pour donner un feu vert à Vladimir Poutine, lui permettre de réformer à sa main la constitution russe, lui qui dirige déjà d'une main de fer le pays depuis 2 décennies. Axel Sim. Tous les bureaux de vote ont fermé leurs portes en Russie, marquant la fin d'une semaine de référendum. Mercredi soir, les résultats encore très partiels donnaient la victoire au oui. Oui à une réforme constitutionnelle déjà entérinée par le Parlement il y a 6 mois. Я хотела бы поблагодарить всех граждан России, которые посчитали очень важной для себя этой гражданской миссии вот такой труд гражданский. Un scrutin reporté et étalé sur une semaine à cause de la crise sanitaire qui a des allures de plébiscite pour Vladimir Poutine. En remettant à zéro le nombre de mandats, la révision constitutionnelle lui permettrait de rester au pouvoir jusqu'en 2036, soit 2 mandats supplémentaires à la tête du pays. Ses prérogatives présidentielles seraient renforcées, entre autres. L'opposant numéro 1 au Kremlin, Alexei Navalny, dénonce des falsifications et considère que cette consultation est une mascarade, un énorme mensonge. Un sentiment partagé par ces manifestants réunis à Saint-Pétersbourg pour protester contre le référendum. Главное, что, я, так сказать, против того, чтобы Путин и его, так сказать, приспешники, да, бесконечно продолжали свою власть в России. И более того, меня возмущает вот этот позор, который происходит. Но в магазинах мне уже предлагали купить конституцию новую. Выборы еще не прошли, но мне уже предложили. Говорят, а зачем вам старая, вы новую возьмите. L'opposition a appelé ses partisans à se mobiliser pour les prochaines élections régionales en septembre. Les résultats définitifs de ce scrutin sont attendus jeudi dans la journée. Ce qu'on retient donc de ce référendum, c'est la mesure qui permettrait théoriquement à Vladimir Poutine, déjà au pouvoir depuis 2000, de s'y maintenir jusqu'en 2036, à condition bien entendu qu'il souhaite se représenter, que les Russes le soutiennent. Que sait-on des intentions de Vladimir Poutine, Galia Ackerman? A-t-il voulu avec ce référendum se maintenir à vie ou bien maîtriser sa succession? C'est très difficile à dire. Il y a des rumeurs qui courent depuis des mois maintenant que Vladimir Poutine ne serait pas en bonne santé et que probablement il ne servirait pas même jusqu'à la fin du présent mandat. Mais de toute façon, qu'il souhaite se maintenir ou qu'il ne le souhaite pas, la question de la succession est très importante. C'est tout ce qui se passe dans les régimes autocratique, c'est qu'il n'y a jamais de succession facile. Il est de notoriété commune, on peut dire, que Vladimir Poutine est une sorte de modérateur entre différents clans, entre différents groupes d'intérêts, donc parmi les élites gouvernantes. Et bien entendu, chacun pense
à pouvoir imposer son successeur. Dans la Constitution amendée maintenant, il y a aussi le renforcement du rôle du Conseil d'État, qui jusque-là était un organe purement consultatif. Consultatif qui ne figurait même pas dans l'ancienne Constitution. Donc, apparemment, c'est un moyen d'assurer la pérennité de ce pouvoir, de ce régime, que Poutine se représente ou qu'il ne se représente pas. Maintenant, il a quand même exprimé des velléités de se représenter. En même temps, il faut dire que le peuple, même s'il a voté avec bien sûr des doutes qui persistent sur l'honnêteté et la transparence de ce vote, mais probablement on peut pas, on peut toujours modifier un tout petit peu, mais il est difficile de modifier de plusieurs dizaines de pourcents un vote. Donc on peut supposer qu'il y a quand même une certaine majorité qui a voté pour ces amendements, où il y a aussi un bloc social qui est important pour beaucoup de gens. Donc Poutine, il commence à fatiguer. Il y a quand même beaucoup plus de critiques, par exemple même parmi des humoristes, sur les réseaux sociaux, etc. etc. Poutine est depuis 20 ans au pouvoir. Et il y a beaucoup de gens qui en ont marre, tout simplement. S'il se représente, il aura gouverné plus que Staline, plus que Brejnev. 36 ans, c'est pas un standard démocratique, mais même pour un autocrate, c'est beaucoup. Donc, il est difficile à ce stade de dire quelle sera sa décision, est-ce qu'il arrive à organiser la succession pour qu'il puisse partir. Frédéric Pons, il s'est tout de même dédié à Vladimir Poutine. Il avait juré jusque-là qu'il ne toucherait pas la Constitution. Oui, alors effectivement, mais je pense que Galia l'a bien dit, il y a deux mots très forts dans ce qui vient de se passer, c'est stabilité et pérennité. La stabilité, Vladimir Poutine l'a dit dans de nombreux discours, effectivement, il avait rappelé qu'il ne se présenterait pas de façon éternelle, il ne voulait pas imiter Tchernenko ou Brejnev, mais il a un maître mot qui est une obsession politique, c'est la stabilité. Et en parlant de stabilité, les Russes comprennent très bien ce à quoi il renvoie. Ce sont les années qui ont suivi la fin de l'Union soviétique, des années d'anarchie, à peu près une dizaine d'années, jusqu'en 2000. Et quand Poutine arrive en 2000, dans un mémorandum fameux, qui est un peu sa ligne de conduite sur les 20 années là, qui viennent de s'écouler, Poutine dit clairement qu'il faudra inscrire le pays dans la stabilité pour pouvoir le réformer, le restaurer, le rendre plus fort. Et la stabilité pour lui, là, en ce moment, en 2020, c'est cette période très difficile qui s'annonçait entre 2022 et 2024 pour la fin de son mandat, c'était de savoir qui allait lui succéder. Et déjà, on voyait en coulisses, à Moscou, les couteaux s'aiguiser, on voyait bien les difficultés, le petit jeu des candidats, des faux candidats, les rumeurs. Et Poutine a clairement dit, là, très récemment dans un de ses discours, qu'il voulait éviter à la Russie de retomber dans ces querelles d'ego, dans ces batailles d'hommes qui sont un risque pour la stabilité de cet immense pays. Le deuxième mot très fort, c'est pérennité. Et à travers ce référendum, Poutine a clairement voulu inscrire dans la durée eh bien, son système, ses principes sociétaux, culturels, patriotiques, au-delà même de la possibilité qu'il se réserve de se maintenir au pouvoir s'il est réélu jusqu'en 2036, il voulait inscrire dans le marbre de la loi fondamentale ce système mis en place à partir de 2020 qui, pour lui, est le seul capable d'assurer non seulement la stabilité, mais aussi la grandeur de la Russie. Et les Russes, je termine avec ça, les Russes l'ont finalement accepté, puisque même si les chiffres peuvent être corrigés à la marge s'il y a eu de la fraude, en réalité, le chiffre le plus important, c'est la participation, 65%, même si elle a été aidée dans certaines régions, c'est quand même très significatif. C'est-à-dire que les Russes lui ont apporté, à travers cette participation, un quitus pour les années qui viennent. Participation de 65%. Quand on voit ce qui se passe dans les vieilles démocraties occidentales, on peut dire que c'est un succès énorme.
Vous y voyez un quitus, vous, Anne Niva. Que signifient ces chiffres? Sont-ils fiables? Et pourquoi faire? Quel est ce fameux héritage dont se prévaut aujourd'hui Vladimir Poutine? Je ne sais pas si c'est vraiment un quitus. Je pense que s'il y a eu fraude, comme disait Galia, effectivement, c'est pas, on peut pas quand même frauder à ce point. Donc, de toute façon, les résultats de ce référendum sont ce qu'ils sont. C'est un oui. Mais en fait, on ne sait pas trop ce que ça veut dire ce oui. Moi, je crois que même pour ceux qui ont voté contre et pour ceux qui se sont abstenus, ça veut plutôt dire que que tout le monde a peur. En fait, il y a une appréhension par rapport au futur, et cette peur de l'instabilité est énorme. Et je pense qu'elle touche même Vladimir Poutine. C'est-à-dire que si on cherche à comprendre ce que cherche Vladimir Poutine lui-même avec ce vote, eh bien, la réponse, c'est que sans doute, il ne le voit pas très bien lui-même. Vladimir Poutine, ça fait 20 ans qu'il est au pouvoir, on l'a dit, on l'a souligné. Et s'il se représente et qu'il en est encore pour plus de 10 ans au pouvoir, il n'a pas envie de laisser une trace de semi-despote pour 30 ans, 40 ans. Donc, il cherche à faire autre chose. Il a cette lassitude, cette fatigue. Il ne sait pas comment faire autre chose. C'est-à-dire, et ça, Galia l'a bien souligné, le problème principal dans un régime autoritaire, c'est celui de la succession. Et le problème de la succession n'a pas été réglé en Russie. Vladimir Poutine n'a pas de solution encore. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, comme il y a eu avec Boris Yeltsin en son temps, justement un chef d'État qui désigne son successeur, qui est Vladimir Poutine. Alors, il a Boris cherché... Yeltsin lui-même avait hésité, Anne, on s'en souvient, avec les figures successives. Oui, enfin, il n'avait pas hésité. C'était pas Chine, et puis finalement, il avait trouvé Poutine. Il avait trouvé Poutine, et ça a fonctionné, puisqu'il l'a d'abord nommé. On se souvient des conditions, puis ensuite, Poutine a été élu, bien sûr. Mais Poutine, si on réfléchit bien, a essayé de sauter une génération. C'est assez classique, c'est-à-dire de s'entourer de personnes plus jeunes que lui pour les mettre aux manettes. Il l'a fait dans les dernières années. Mais en fait, il n'y arrive pas tellement. C'est-à-dire qu'il ne trouve pas, il faut trouver des gens dont on est sûr. Il n'a pas encore trouvé la personne dont il est complètement sûr. Donc, il cherche cette solution au régime autoritaire, et pour le moment, il n'y arrive pas. Alors, c'est pour cela qu'il a tellement tenu finalement à ce référendum, sans doute, pour essayer de s'auto-convaincre lui-même qu'il a finalement l'assentiment du peuple. Sauf que le peuple a peur, et le peuple est également dans l'appréhension. Le fameux rock avec Dmitri Medvedev, cette figure aux échecs qui consiste à échanger les positions entre le roi et la tour, Pascal Boniface, ça n'était plus possible. Non, surtout que ça a été un échec. Finalement, Medvedev a déçu Poutine, notamment lors de l'intervention en Libye. Poutine avait averti Medvedev qu'il fallait mettre un veto à la résolution 1973, que les Occidentaux allaient sinon en profiter. Et Medvedev a été affaibli par le changement de mission en Libye, puisque au départ, on partait pour protéger une population, et puis ensuite, on a fait un changement de régime. Et donc, Poutine a reproché à Medvedev d'avoir été naïf par rapport aux Occidentaux. Et en fait, j'ai moi aussi le sentiment qu'il cherche encore. Il cherche son propre Poutine. Yeltsin l'a trouvé. Poutine n'a pas trouvé quelqu'un qui puisse finalement confirmer son travail, confirmer son œuvre. Poutine se vante très régulièrement, et pas toujours à tort, d'avoir restauré la puissance de la Russie, d'avoir restauré non seulement l'économie russe, même s'il y a des problèmes, mais surtout et avant tout le prestige et la puissance russe à l'extérieur. Et donc, il veut surtout que ceci ne soit pas dissipé, dilapidé. Il ne veut pas qu'il y ait de nouveau le retour aux années 90 où la Russie était humiliée, ne comptait plus sur la scène internationale. Et c'est ça, je crois qu'au-delà de plus que son propre pouvoir, il cherche quelque part à parachever son œuvre et à faire que son travail ne soit pas remis en cause. Et je pense qu'on parle beaucoup des mandats. Je crois que, en fait, Poutine ne sait pas lui-même ce qu'il fera en 2024. Je doute personnellement qu'il aille jusqu'en 2036. Mais dans la réforme constitutionnelle, ce qui est important, c'est l'interdiction pour avoir des fonctions politiques de la double nationalité. Et donc, le renforcement nationaliste est vraiment très très fort. Il y a une crainte chez Poutine et dans son entourage que la nation Russie puisse être mise en danger. Et donc, c'est bien l'accentuation sur le pouvoir russe qui est dans cette réforme constitutionnelle. Un pouvoir, oui, avec un renforcement nationaliste. Pascal Boniface, c'est ce que vous retenez finalement, c'est davantage la coloration que donne ce référendum à ce régime que l'objectif électoral lui-même.
Oui, disons, on s'arrête un peu trop peut-être sur le fait qu'il puisse faire 2 mandats supplémentaires. Et effectivement, il revient sur son engagement. Il ne l'avait pas fait en 2008. Il n'avait pas modifié la Constitution pour rester au pouvoir. Là, il modifie la Constitution. Mais peut-être qu'il le fait tout simplement pour éviter que les appétits ne s'ouvrent trop et que l'on commence dès maintenant à parler de sa succession et qu'il soit affaibli. Mais on voit surtout que c'est vraiment une réforme constitutionnelle ultra-nationaliste, avec les références effectivement à la famille, à Dieu, et puis une fois encore cette interdiction. Dans les années 90, les Russes ont pensé que les étrangers prenaient un peu trop d'influence. Dans les pays avoisinants, il y a des nationaux d'origine américaine qui reviennent, qui ont eu un rôle important. L'obsession de Poutine, c'est que la Russie reste russe, et qu'elle ne soit pas d'une façon ou d'une autre soumise aux Occidentaux, surtout que depuis maintenant une demi-douzaine d'années, il a un peu fait son deuil d'une réconciliation avec l'Occident. A-t-il encore des opposants, Vladimir Poutine, Galia Kerman? Le blogueur multi-interpellé, Alexei Navalny, lui-même d'ailleurs considéré par beaucoup comme un nationaliste, est-il en mesure d'incarner une alternative? Je crois que le champ politique a été couvert de bitume et que maintenant, s'il y a un brin d'herbe qui pousse quelque part, c'est déjà beaucoup parce que toute l'opposition a été laminée. Il y a beaucoup d'opposants, certains ont été tués, d'autres, beaucoup, sont partis à l'étranger. Donc, Navalny reste bien sûr quelqu'un de crédible, il a fait beaucoup de travail, un travail éminent en dénonçant la corruption dans les hauts échelons du pouvoir. Le problème, comme le souligne par exemple le politologue Sergei Medvedev, c'est que pour beaucoup de gens en Russie qui finalement ont encore une mentalité de l'empire, c'est que les forts de ce monde, ils ont droit à avoir des privilèges, ils ont droit en quelque sorte à la corruption. Et donc, ça choque moins qu'on ne peut le penser. Et ça, c'est quelque chose de très dommageable parce que la corruption est omniprésente et en quelque sorte, au maître, au fort de ce monde, de cette Russie, à cette élite gouvernante, on permet beaucoup de choses. Donc, l'influence de Navalny, qui en fait n'a pas beaucoup d'idées politiques à part la lutte contre la corruption, je pense que ce n'est pas suffisant. Et en fait, il y a maintenant des jeunes députés, des députés municipaux dans différentes régions, etc., etc. Il y a des jeunes gens qui ont un potentiel politique, mais je ne crois pas que les conditions seront réunies pour que ce potentiel politique puisse se développer et s'exprimer. Malheureusement, je crois que, grosso modo, la lutte pour le pouvoir dans l'avenir va se produire plutôt entre le bloc de ce qu'on appelle les siloviki, c'est-à-dire différentes structures de force, bien sûr le FSB, le GRU, l'armée, etc. Il y a beaucoup de structures militaires en Russie, même le ministère des situations d'urgence. Et entre le bloc des soi-disant libéraux économiques, des gens comme Koudrine, comme Greff, Nabiullina, etc., qui, il faut dire, ont fait un travail absolument admirable et remarquable en tenant l'économie russe à flot, même dans les années très difficiles après la crise de 2008-2009. Parce que la Russie se trouve dans une situation économique très difficile. Le Covid a encore augmenté la charge, les prix des hydrocarbures sont très bas, il y a les sanctions, etc. Et donc je pense que le successeur de Poutine va de toute façon émerger de ces élites gouvernantes et que même si c'est un grand nationaliste comme par exemple le ministre de la Défense Shoigu, ils seront obligés peut-être de faire un nouveau recette avec l'Occident pour essayer au moins d'obtenir une levée partielle des sanctions, parce que Poutine incarne ce cours politique, mais peut-être avec une nouvelle figure, et s'il lâche le Donbass, les choses pourraient s'amender.
Ça ouvre beaucoup de questions. Frédéric Pons, ça veut dire que c'est dans les allées du pouvoir que va se jouer la succession et peut-être l'alternative à Vladimir Poutine, avec quelles conséquences pour ce qui fait aussi partie de l'héritage Poutine, c'est-à-dire cette corruption dénoncée par beaucoup, cette concentration aussi des richesses entre quelques mains, celles des oligarques. Oui, Galia Ackerman vient de donner une partie de la réponse. C'est évidemment dans les cercles actuels du pouvoir, sur différentes générations, que la succession va se préparer. Et tout à l'heure, quand Hanniva dit que le président Poutine n'a pas trouvé la solution, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je crois que ce référendum fait partie de la solution Poutine pour la transition. C'est-à-dire qu'il se redonne, il se relégitime, c'est vrai, mais il se redonne du champ. Il s'extrait de cette pression du résultat de 2024 et il a plusieurs générations sous la main. Poutine est une sorte de centriste, d'arbitre entre les différentes factions, pour aller très vite, entre les libéraux, les radicaux, les très conservateurs, les moins conservateurs. Eh bien, Poutine a le choix. Il regarde pousser les différentes générations. Il a des piliers solides sur lesquels il peut compter, comme Sergueï Shoïgu, le ministre de la Défense, mais il y a aussi le maire de Moscou, il y a de nouvelles générations des quadragénaires qui sont poutiniens dans tous les sens du terme et qui demain pourront incarner cette relève. Mais il ne voulait absolument pas être ligoté par cette échéance présidentielle. Et là, il redevient le maître du jeu. Alors, vis-à-vis de l'Occident, on estime qu'il pourrait se représenter jusqu'en 2036, mais c'est surtout vis-à-vis des gens qui l'entourent à Moscou, des différentes générations, il redevient clairement le maître du jeu. Ça veut peut-être dire qu'il était un peu affaibli au sein de ses équipes de direction au Kremlin ces derniers temps. Ça, l'avenir nous le dira. Hanniva, où on est aujourd'hui, la société russe, justement, l'économie, on évoquait à l'instant ces différentes factions autour de Vladimir Poutine et au sein desquelles va probablement se jouer la lutte pour la conquête du pouvoir dans les prochaines années. Où en sont les Russes au sortir de cette crise du Covid? D'ailleurs, on est encore en pleine crise, même si le nombre de morts en Russie est très nettement inférieur, moins de 10 000 officiellement rapporté au nombre de cas, plus de 650 000. Finalement, la Russie semble s'en être plutôt bien sortie, du moins au plan sanitaire. Oui, enfin, ce que je voudrais dire quand même, c'est quelque chose qui me paraît important, c'est que Poutine reste inévitable finalement, mais plus du tout inspirant. Parce que les jeunes, depuis la réélection de Poutine en 2018, sont de moins en moins pro-Poutine et on le voit dans des médias qui sont, parce qu'évidemment en Russie comme ailleurs, il y a un développement des médias sociaux qui sont quand même une jauge de ce qui est en train de se passer. Et on parlait à l'instant de l'opposition à Vladimir Poutine et de Navalny, dont parlait Galia Ackerman, l'opposant Navalny. Certes, il est là, il existe et je pense qu'il n'a pas dit son dernier mot, même si c'est compliqué pour lui. Mais il y a aussi une autre fronde qui se manifeste, mais de façon tout à fait virtuelle. C'est ça qui m'inquiète moi personnellement. Il y a ces blogueurs, ces Instagrammeurs, ces influenceurs qui quand même postent des messages ou des vidéos qui sont vues, par exemple pour Yuri Dudj, 10 millions de fois, 10 millions de vues, c'est quand même énorme. Cette personne a, il y a quelques jours, écrit un post justement qui expliquait pourquoi aller voter ces amendements à la Constitution était, selon lui, une immense honte, et ça a été vu 10 millions de fois. Il y a un journaliste de télévision, il n'est pas le seul à démissionner parce qu'il dit qu'il ne peut pas justement être tout le temps en train de soutenir ce pouvoir. Donc il y a cette espèce de fronde qui se manifeste aujourd'hui, qui s'exprime, alors qu'auparavant elle s'exprimait moins. Mais en même temps, je le reconnais, c'est une opposition, je dirais, derrière son ordinateur. C'est-à-dire que ce qui compte, et ça je trouve que c'est important de le souligner, c'est que les Russes ne sont pas descendus dans la rue en masse depuis la place Bolotnaya, où ils étaient à peu près quand même, ils étaient en très très grand nombre. Et ça, c'était en 2012. Donc c'est il y a très très longtemps. Alors, en même temps, ça veut dire que la Russie vit avec son temps, c'est-à-dire qu'elle est sous emprise de ces médias sociaux, qui évidemment ne disent pas tout à fait la même chose que les médias d'État, mais pour un pays gigantesque comme la Russie, avec ses fuseaux horaires, il y a encore une grande importance de la télévision d'État et de toute cette propagande qui a été mise en branle et qui a forcé, entre guillemets, les gens à aller voter. Mais ça, c'est du plus pur style soviétique, disons. Mais il y a en parallèle de cela tout ce qui émerge
et qui inquiètent également Vladimir Poutine et face auxquels, à mon avis, il ne sait pas encore réellement aujourd'hui comment réagir. Pascal Boniface, comment vous comprenez effectivement ce paradoxe que soulève à l'instant Anne Niva entre un pouvoir extrêmement stable, et on le voit encore dans les urnes hier, et en même temps ces facteurs objectifs de mécontentement, ces inégalités sociales encore très fortes, et puis depuis la crise du coronavirus, on le voit aussi, l'effondrement des cours du pétrole qui, on l'imagine, pèse forcément sur la richesse nationale russe. Oui, il pèse, mais en même temps, le budget de l'État russe a été bâti avec un cours du pétrole relativement bas, comme ils le font très régulièrement. Donc, la Russie est moins affectée par la baisse du prix du pétrole que ne le sont l'Arabie Saoudite et bien sûr plus encore l'Algérie, le Venezuela, le Nigeria, pour ne pas parler de l'Iran. Le problème aussi, c'est qu'il n'y a pas vraiment l'opposition, elle est un peu morcelée. Il y a les anciens communistes, qui sont toujours là, il y a les ultranationalistes, il y a les libéraux, mais les libéraux sont plus populaires dans le monde occidental qu'ils ne le sont en Russie. Donc il y a une opposition. La mort de Boris Nemtsov, de ce point de vue-là, n'a pas eu un tel retentissement en Russie qu'à l'étranger? Non, effectivement, et disons que pour leur malheur, une partie des libéraux, même si une grande partie d'entre eux est sincère, sont liés un peu avec l'idée des privatisations, des fausses privatisations des années 90. Donc il y a quand même un peu un soupçon sur eux. Ils sont, disons, populaires dans les élites intellectuelles, mais moins dans le pays plus profond. Et donc, effectivement, même si la popularité de Poutine s'érode, parce que c'est l'usure du pouvoir, parce qu'effectivement, la situation économique est moins florissante, à la fois par pas tellement les sanctions, mais plutôt la baisse du prix du pétrole, et qu'il peut moins investir qu'il ne le pouvait le faire, que sa réforme de retraite a été extrêmement impopulaire, et que là, on a vu qu'il y avait une chute brutale de popularité, d'où d'ailleurs des mesures sociales qui sont prises dans cette réforme de la Constitution aussi pour essayer de rattraper cela. Mais finalement, pour beaucoup de Russes, il n'y a pas tellement d'alternative à Poutine. Et puis, même si la situation économique n'est pas florissante, elle n'a quand même rien à voir avec les grands malheurs des années 90, où c'était vraiment là la misère qui avait frappé une grande partie du pays. Et donc, en termes de liberté publique, la situation n'est pas réjouissante, c'est le moins que l'on puisse dire, mais il n'y a pas une dégradation parce qu'on n'est pas passé d'un pays parfaitement démocratique et ouvert avec Yeltsin avec un tour de vis avec Poutine. Yeltsin aussi serrait la vis en termes de liberté. Et par contre, pour ce qui est des consommateurs et des patriotes, ils font quand même la comparaison. Et Poutine, sans cesse, martèle cet argument. Où était la Russie lorsque je suis arrivé au pouvoir en 99-2000 et où en est la Russie maintenant? Où vous en êtes-vous dans votre vie personnelle il y a 20 ans et où vous en êtes maintenant? Et effectivement, dans les deux cas, la Russie et les Russes se portent mieux qu'il y a 20 ans. Donc la popularité de Poutine s'érode au fur et à mesure, mais reste assise sur un socle vraiment très, très puissant. Frédéric Pons voulait réagir. Vous savez, l'opposition en Russie, on en parle beaucoup en France, en Europe, et quand on va sur place là-bas, ce que j'ai beaucoup fait en 2018 au moment de l'élection présidentielle, j'ai vu beaucoup de gens, j'ai circulé dans les bureaux de vote, on se rend compte de la réalité de cette opposition. Alors en Russie, il y a deux oppositions intérieures, une opposition qu'on n'entend pas ou qu'on déconsidère en France, et une autre opposition qu'on entend beaucoup. La première qu'on n'entend pas, mais qui pèse sur le plan électoral, c'est l'opposition communiste, le parti communiste et tout ce qui tourne autour. Ils existent, ils ont droit de citer, ils s'expriment, et puis, mais on ne les connaît pas bien en Europe, on ne les entend pas. Et puis l'autre opposition intérieure, alors celle qu'on entend le plus… Elle a toujours été omniprésente, Gennady Zyuganov était régulièrement menacé Boris Yeltsin tout au long des années 90. Toujours, mais ils sont toujours là. Jamais disparu. Oui. Ils ont leurs partisans et c'est un poids électoral significatif, en tout cas dans certaines régions du pays. Et l'autre opposition, alors qu'on entend beaucoup, mais qui est ultra minoritaire, elle est urbaine, elle est pleine d'idées, elle est sur les réseaux sociaux. Mais ces fameux réseaux sociaux dont parle Anne Niva, il faut se méfier du miroir grossissant que nous leur offrons, nous. Sur place, beaucoup de Russes sont sur les réseaux sociaux et consomment des réseaux sociaux d'opposition tout en soutenant Vladimir Poutine. Ils se gavent, on peut dire, des bonnes blagues ou des méchantes blagues sur Poutine, mais ils voteront Poutine le jour venu, car comme l'a rappelé à juste titre Pascal Boniface, il y a une expression qui résume tout pour les Russes, on a connu pire, on a connu pire. Les Russes, en tout cas les générations actuelles,
n'oublient pas d'où ils viennent, ce qu'ils ont subi. Et ils voient effectivement, en comparant avec ce qui se faisait sous Helsinki et dans la période soviétique, ils voient qu'il y a une amélioration. Et la deuxième chose, c'est qu'ils regardent le monde. Les Russes ne sont pas coupés du monde. Ils regardent ce qui se passe aux États-Unis avec les folies un peu bizarres de Donald Trump. Ils regardent le danger de la Chine, qui est de plus en plus communiste à la faveur du Covid, et ça leur fait peur. Et puis ils comparent. La gestion du Covid en Russie a été meilleure qu'en France, en Italie, en Espagne et aux États-Unis. En proportion du nombre d'habitants, les Russes ont 4 fois moins de morts à l'heure actuelle que nous. Anne-Niva vous répond justement à un effet d'optique, Juste surtout une lorsque phrase. l'on compare évidemment avec ce qui est l'affaiblissement des démocraties, ou bien c'est bien une force d'opposition réelle. Non, mais je voudrais dire juste une phrase qui me paraît importante, c'est que je pense qu'on est tous d'accord aujourd'hui pour dire que le résultat de ce référendum a évidemment montré l'importance de la stabilité pour les Russes. Je ne pourrais pas dire le contraire, je le sais, j'ai trop parlé avec des Russes pour ne pas le savoir. Cette obsession de la stabilité qu'on peut comprendre au vu de l'histoire russe, absolument, je dirais même qu'elle est devenue encore plus grande en contexte du coronavirus avec cette crise du Covid qui justement a démontré que nous vivons dans un monde instable par essence. Et ce monde instable, il fait peur à tout le monde, et même à Vladimir Poutine, je dirais, qui a donné, comme vous le savez, au début de la crise, toute l'attitude aux gouverneurs. Ils ont d'ailleurs bon dos, parce que d'habitude, ils sont plutôt des gens contrôlés par le Kremlin, et qui là pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient, tout simplement parce que s'ils faisaient mal, bien sûr, la responsabilité leur serait imputée, et que de toute façon l'immensité de la Russie montre qu'il fallait absolument bien sûr laisser cette latitude au gouverneur. Mais je veux dire que ce paradoxe du monde instable et terriblement imprévisible dans lequel nous vivons, ce qui a été encore renforcé par le Covid, mène vers plus de demandes de stabilité des Russes. Alors voilà, il nous reste un peu moins de 10 minutes, malheureusement, pour évoquer quand même un pan entier de l'héritage. Poutine, que veut faire le président russe de son succès? Anne, est-ce que ça lui sert sur la scène internationale, ou bien est-ce que ça renforce au contraire l'image d'une dérive autocratique, notamment auprès des Européens, ce référendum d'hier? Moi, je crois que les grands récents événements internationaux qui ont touché la Russie, qui sont l'Ukraine, qui nous touchent, nous, Européens, ou qui devraient nous toucher, et la Syrie, n'unissent plus en Russie. C'est-à-dire, ce ne sont plus des événements qui sont importants pour que Poutine puisse les utiliser derrière lui. Justement parce qu'il y a une crise économique et sociale qui est extrêmement grande en Russie. Je pense qu'il faudrait que nous, Européens, nous puissions, et c'est ce que cherche à faire Emmanuel Macron, qui va sans doute rencontrer Vladimir Poutine à la fin de l'été, hein, c'est presque sûr aujourd'hui, continue à essayer d'avoir un dialogue, et il fait donc relativement cavalier seul parmi les dirigeants européens de ce point de vue-là, et il fait d'ailleurs très peur aux dirigeants de l'ex-Europe de l'Est. Mais ce dialogue, il faut l'avoir par rapport justement à la Crimée et à la question des sanctions. Or, c'est un thème sur lequel aujourd'hui tout le monde est en capacité, n'est pas en capacité de trouver une solution. Sinon, au prix de se dédire. Qui a envie de se dédire? Poutine n'a pas envie de se dédire. Nous, les Européens, nous n'avons pas envie de nous dédire. Donc, du coup, ce qui se passe dans le Donbass, ce qui s'est passé avec la Crimée, cette espèce de conflit gelé, on a du mal à même continuer à en parler. D'ailleurs, dans les médias européens, il n'y a rien à ce propos. Parce que c'est le nœud le plus important de notre rapport avec Vladimir Poutine. Pascal Boniface, le Donbass, est-ce que les Européens ont intérêt aujourd'hui à surmonter cette question, la dépasser et d'une certaine manière presque l'oublier, cette annexion de la Crimée, ou bien au contraire à la maintenir comme une pierre d'achoppement d'une certaine manière avec la Russie? Est-ce que ce référendum qui permet théoriquement à Vladimir Poutine de se maintenir jusqu'en 2036, est-ce que ça fait lui un épouvantail pour les pouvoirs européens, ou au contraire un homme à la fois incontournable et à l'autorité renforcée dans d'éventuelles négociations futures? Oui, si on doit faire dépendre de la reprise d'un véritable dialogue ou
de la reprise des relations normales avec la Russie, la restitution de la Crimée, elle n'aura jamais lieu. Mais cela ne se passera pas. Dans le passé, pendant la détente, on n'a pas reconnu l'élection des pays baltes et on a quand même eu des relations avec l'Union soviétique. Par contre, la mauvaise nouvelle pour l'Ukraine, c'est que le nouveau président Zelensky, qui avait fait campagne justement sur la nécessité d'un dialogue avec la Russie et Poutine, semble faire marche arrière, en partie sous la pression d'une partie de sa propre majorité, et maintenant reprend à peu près le langage qu'avait son prédécesseur Poroshenko. Et donc, si les accords de Minsk ne sont pas mis en œuvre, c'est en grande partie parce que l'Ukraine ne veut pas les appliquer. Il y a un blocage dans le Donbass parce que Poutine ne veut pas lâcher complètement les indépendantistes pro-russes, mais sur la relation entre l'Ukraine et la Russie, sur l'application des accords de Minsk, eh bien, pour l'instant, les Occidentaux font toujours pression sur la Russie. Il serait peut-être temps également de faire pression sur l'Ukraine, parce que, en termes de gestion du pays, en termes de corruption, il y a beaucoup à dire, et que les Ukrainiens n'ont pas réellement fait des concessions, puisque dès le départ, d'ailleurs, les Ukrainiens pensent qu'ils ont signé en position de faiblesse les accords de Minsk, que ces derniers leur sont défavorables, et donc qu'ils ne veulent pas les appliquer. C'est là, quand même, un problème relativement important. Ukraine, Galia Karman, mais aussi Syrie, mais aussi Libye, autant de fronts sur lesquels la Russie fait valoir ses prétentions. Avec ce référendum remporté par Vladimir Poutine, pensez-vous que ça va accentuer encore cette pression russe et quelle va être la réaction occidentale? Je crois que les actions russes à l'étranger, que ce soit la Syrie, la Libye, le Donbass, peut-être le Venezuela, certains pays africains aussi, va dépendre beaucoup de tout simplement la situation économique de la Russie. Il faut peut-être rappeler que la situation actuelle rappelle très fortement l'année 1986. Qu'est-ce qui s'est passé en 1986? Il y avait déjà la guerre de l'Afghanistan et les sanctions occidentales à cause de cette guerre. Il y a eu une chute brutale des prix du pétrole, et en plus, il s'est passé Tchernobyl, qui a demandé une gigantesque mobilisation de moyens et qui a sapé en quelque sorte la foi en l'État-providence. Aujourd'hui, nous avons une conjoncture assez similaire, seulement à la place de Tchernobyl, il y a le Covid, qui, malgré la propagande russe et malgré les chiffres officiels, en fait, a très durement frappé la Russie. Vous ne croyez pas à ces 9500 morts sur 650 000 cas? Ben non, je ne crois absolument pas. Vous savez, on peut prendre un chiffre différent. Vous savez, les médecins russes, de façon indépendante, maintiennent une liste du personnel soignant qui est décédé pendant la lutte avec le Covid. Et dans cette liste, il y a plus de 500 personnes. Si vous comparez ça aux chiffres du personnel médical décédé en France ou dans d'autres pays, vous verrez que c'est un chiffre beaucoup plus élevé. Donc, c'est quand même absolument incroyable d'avoir plus de 500 médecins et autres soignants morts du Covid, alors que la mortalité générale n'est que de 8000 personnes. Donc, je pense que ce qu'ils ont fait, et il y a des preuves de cela, c'est que, vous savez, le Covid, très rarement, agit, c'est-à-dire il y a peu de cas quand les gens meurent uniquement du Covid, si l'on peut dire. Ça aggrave les maladies déjà existantes, où ça frappe les poumons, ça frappe aussi le cœur, etc., etc. C'est ce qu'on appelle la comorbidité. Voilà. Et donc si vous inscrivez comme la cause de la mort de la personne qui a eu d'abord le Covid et ensuite ses poumons ont été frappés, oui, vous marquez pneumonie atypique, vous pouvez avoir des chiffres bien sûr beaucoup plus bas. En tout cas, le traitement du Covid avec la propagande des médecins, avec Poutine qui était soi-disant aux commandes, mais il était complètement cloîtré dans sa dacha près de Moscou, ça n'a pas vraiment inspiré les gens. C'est-à-dire, là aussi, cette foi en l'État qui te protège, qui s'occupe de toi, comme avec Tchernobyl, cette foi
elle a souffert beaucoup. Donc, ce que je pense, nous savons très bien ce qui s'est passé quelques années après 1986. Je pense que la Russie va probablement subir une crise très importante. Un contre-coup. Et que peut-être elle n'aura pas la possibilité de maintenir toutes ces guerres qu'elle mène dans le monde. Frédéric Pons, pour répondre à ce que vient de dire Galia Kerman, va-t-il y avoir un contre-coup de cette crise du Covid avec d'éventuelles dissimulations en Russie? Et si oui, y aura-t-il des répercussions? Oui. Et l'impact aussi à très court terme sur la politique étrangère de la Russie. Vladimir Poutine a-t-il les moyens et intérêt à chercher à influencer la prochaine échéance qui, bien sûr, a une incidence sur la Russie, l'élection présidentielle américaine? Doit-il redouter une éventuelle élection de Joe Biden au point éventuellement de favoriser Donald Trump? Bon, sur le Covid, évidemment, je n'ai pas tous les chiffres. Évidemment, des chiffres ont été maquillés comme dans tous les pays. Je ne vais pas entrer dans les détails. Ce que l'on sait, c'est que en Russie, l'information circule. Les hôpitaux s'expriment, les malades, les médecins, le corps soignant s'exprime. On sait qu'il y a eu sans doute un peu plus que les 8500 morts officiels annoncés aujourd'hui, mais en tout cas en proportion du nombre d'habitants par rapport à d'autres pays, d'autres grands pays comme la France, il y a, à l'heure actuelle en tout cas, beaucoup moins de morts et la crise a été mieux gérée pour des raisons de tests, d'isolation des malades dès le départ. Ils ont eu une autre stratégie. Donc pour l'instant, je pense que les Russes savent gré au pouvoir de s'en être un peu mieux sortis. Pour répondre à votre question sur la politique étrangère, je pense que Poutine, évidemment, sort renforcé de ce référendum à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Et je dirais que c'est une bonne nouvelle pour la France et pour l'Europe, ce succès de Poutine au référendum, parce que la France et l'Europe ont besoin d'un pouvoir fort, d'un pays stabilisé, d'une Russie stabilisée. Et Poutine est présent sur tous les grands sujets à l'heure actuelle de la politique internationale. On a parlé de la Libye, de la Syrie, mais il parle à la Chine. C'est un des seuls aujourd'hui, seule grande puissance qui parle clairement à la Chine. Est-ce qu'il parle aux électeurs américains? Mais les électeurs américains se fichent complètement de Poutine. Je ne parle pas là des médias. Les médias sont très focalisés sur cette relation entre Trump et Poutine. En réalité, si les Russes avaient misé sur Trump, ils se sont beaucoup trompés parce que la tension n'a cessé de croître entre Washington et Moscou sous la présidence Trump. Et aujourd'hui, les Russes ont bien du mal à choisir entre un Trump qui poursuivrait la même politique très anti-russe avec les sanctions notamment, et un Biden qui ferait l'équivalent de ce qu'avait promis Hillary Clinton. C'est tout ce que voulaient pas les Russes. Et donc, dans l'immédiat, les Russes sont dans une position d'attente. Pour eux, je pense que c'est blanc bonnet, bonnet blanc. Merci beaucoup pour paraphraser un ancien secrétaire national du... Oui, Alain Poher, et puis oui, exactement. Ouais. Mais je crois que c'est aussi un ancien secrétaire national du Parti communiste. Non, enfin bon. Georges Marchais, exactement. Oui, prédécesseur, je crois. Merci beaucoup à vous, Frédéric Pons. Merci également à Pascal Boniface d'avoir été avec nous, à Anne Niva, ainsi qu'à Galia Kerman d'avoir accepté de débattre. C'est la fin de ce débat. Restez avec nous sur l'antenne de France 24, l'info continue.